Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un endroit où on rassemble, on informe et on inspire les gestionnaires d'OBNL à travers la province et à travers les secteurs. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode de notre balado L'humain derrière le changement. Je suis très content. 12 épisodes, la plupart du temps, c'est une marque qui démontre l'année. Donc, une première année à vous faire découvrir différents gestionnaires dans différents milieux. J'en suis très content. Aujourd'hui, la personne qu'on va découvrir, c'est quelqu'un de la région de Québec qui m'a été fortement recommandé de vous faire découvrir. Donc, je vais être très content de pouvoir apprendre à connaître cette personne-là en même temps que vous aujourd'hui. Avant de débuter, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube où on publie du contenu chaque semaine. Et soyez pas timide pour cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez la vidéo, puis on attend vos commentaires pour bonifier le balado. Avant de tomber dans le vif du sujet, petite chose, je vous invite, pour ceux qui vont lire cette balado-là, à consulter les 11 autres épisodes. Vous allez voir, il y a de très belles découvertes. Je vous invite aussi à consulter nos différents contenus sur notre site Internet. Tombons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire la découverte, la rencontre de Isabelle Duchesneau, qui est la directrice générale du monastère des Augustines. Déjà, juste en partant, c'est juste un beau nom, je trouve. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Excellent. En temps de pandémie, j'entends des ça va bien, puis ça va moins bien, puis des très bien. J'aime ça entendre ça. Écoute, Isabelle, je pourrais réciter ta bio, je pourrais lire des notes, mais j'aimerais mieux que tu te présentes toi-même. Je pense que c'est toujours plus chaleureux de pouvoir le faire soi-même. Oui, donc Isabelle Duchesneau, moi je suis la directrice générale en fait du monastère des Augustines depuis 2012. Le monastère a ouvert ses portes en 2015, mais moi j'y occupe le poste depuis 2012 parce que j'ai participé à la création du modèle d'affaires, à sa mise en œuvre, son implantation, etc., et au démarrage de l'entreprise. Et je suis à la tête là, de cette OBNL depuis ce temps. Donc ça fait, je suis en train d'entamer ma 10e année là. Donc, le temps passe tellement vite, c'est incroyable, incroyable. Et ça a été toute une aventure. Oui, ça a été une belle aventure, en fait. Parle-nous-en un petit peu. On va commencer en parlant un peu de l'organisation pour nous placer. Puis après ça, on va parler de toi, puis on va parler de gestion à la fin. Oui, tout à fait, parce que le monastère des Augustines, son histoire est importante quand même, parce que ça date de... Je vous ramène au 17e siècle. Donc, mais je ne ferai pas un cours d'histoire. L'important à comprendre, c'est que le monastère est né du souhait de la communauté des Augustines à faire un legs à la population du Québec. Donc, d'ores et déjà, c'est un projet qui est quand même particulier parce que il nous appartient tous, Québécois et Québécoises. Et donc, c'est un petit bijou, mais c'est notre bijou à nous tous. Et donc, les sœurs, pour faire une longue histoire courte, c'est qu'elles sont arrivées en 1639. Comme premières soignantes et apothicaires en Nouvelle-France, elles ont été envoyées par le roi Louis XIII pour venir y fonder le premier hôpital. Et donc, c'est le premier hôpital au nord du Mexique, donc c'est quand même pas rien. Et donc, c'est un bâtiment patrimonial, mais il y a toute une histoire, évidemment. Les sœurs ont dirigé, elles sont arrivées comme soignantes, mais elles ont dirigé les hôpitaux jusqu'en 1965. Elles ont fondé 12 hôpitaux en tout et partout, particulièrement dans l'est du Québec. On parle de, par exemple, évidemment, Québec. Il y en a 3 à Québec. Il y a l'Hôpital général, Sacré-Cœur, ici l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais il y a également Chicoutimi, Roberval, Gaspésie, Lévis, etc. Donc, il y en a 12 en tout et partout qu'elles ont fondées. Et les sœurs étaient des femmes d'affaires. Et ça, c'est intéressant parce que la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est une communauté. Elles sont arrivées comme première communauté de femmes d'affaires. Avec les Ursulines, elles étaient sur le même bateau. Les Ursulines, c'était la mission de l'éducation et les Augustines, c'était la mission de soigner. Donc, c'était les soignantes. Et les Augustines ont donc été à la tête d'hôpitaux jusqu'en 1965. C'est quand même pas rien parce que ça fait 55 ans et qu'elles ne sont plus à la tête des hôpitaux. Puis, on pense que ça fait pas mal plus longtemps que ça. Hein? On oublie vite, là.
Mais elles ont vraiment géré les hôpitaux jusqu'en 1965. C'est l'année où le gouvernement a repris notre système de santé en main. Elles ont tranquillement quitté les hôpitaux, quitté leur poste de gestionnaire, quitté leur poste de soignante, et pour laisser la place, évidemment, et donc elles prenaient tranquillement leur retraite. Ce qui fait que il y a quelques années, parce que ça a été un long processus, il y a à peu près 25 ans, elles ont commencé à se dire, parce que les sœurs étant femmes d'affaires, des visionnaires, elles se sont dit, qu'est-ce qui va arriver avec notre patrimoine? Elles conservent un patrimoine exceptionnel depuis 1639, ça fait près de 400 ans. Et quand on dit, là, on parle souvent de développement durable, d'économie sociale, tous des termes qu'on entend, nous, dans notre domaine, évidemment, mais partout. Bien, les sœurs, elles n'avaient pas de mots pour nommer ça, mais elles ont toujours fait du développement durable, l'économie sociale et tout. Et quand on parle de développement durable, bien, c'est qu'elles ont conservé pour les générations futures, au cas où que ça serve un jour. Elles ont écrit, donc elles ont rédigé, elles ont commencé à écrire leurs annales, donc c'est-à-dire ce qui se passait tous les jours à partir du moment où elles ont pris le bateau en 1639. Donc des grosses archives. Des archives exceptionnelles, uniques au monde. Donc, ce qu'elles se sont dit il y a 25 ans, c'est qu'elles se sont dit, bon, nous, il n'y a plus d'entrée en communauté, hein, comme dans toutes les communautés religieuses. La plupart des communautés religieuses, il y a de moins en moins d'entrées en communauté. Elles ont fait faire une étude d'actuariat et l'étude d'actuariat disait que, évidemment, la communauté est appelée à mourir dans les années 20, peut-être 2030, 2035. Là, il faut savoir que la moyenne d'âge est environ 85 ans. Il en reste à peu près 80 au Québec. Et donc, c'est pas beaucoup. Alors, ça, c'est la réalité. Elles se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine? Et donc, le patrimoine qu'elles ont décidé de léguer à la population, c'est le monastère qu'elles ont fondé en premier, c'est-à-dire le monastère qui est dit le premier hôpital, qui est nommé le premier hôpital en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Donc, celui qui est attaché à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elles ont fondé, dans le fond, l'Hôtel-Dieu de Québec qu'on connaît aujourd'hui, c'est les Augustines qui ont fondé l'Hôtel-Dieu de Québec, qui est sur la rue du Palais à Québec. Et elles ont légué plus de 50 000 artefacts classés, beaucoup plus d'objets. Là. On avait beaucoup plus d'objets, mais quand on dit classés, donc 50 000 et plus d'1 kilomètre linéaire d'archives. Donc ça, c'est vraiment là, des documents anciens, des livres. Mis bout à bout, ça fait plus d'1 kilomètre. Et l'histoire des Augustines, ben, c'est l'histoire de l'évolution. À travers leur histoire, en fait, c'est l'histoire du Québec, parce que vous savez qu'un hôpital, c'était un lieu très important. Hein, dans un village, une ville, un hôpital, c'était Ça une l'est plaque encore, tournante. surtout dans cette période-ci, on s'entend. Oui, oui, Stéphane. Ça, c'est une clair. pandémie, l'hôpital prend toute sa place. Oui, absolument. Mais ça a toujours été. Et puis, mais il y a c'était une plaque tournante où il y avait beaucoup de choses qui se passaient, des documents qui circulaient, etc. Donc, dans les archives, le document fondateur du roi Louis XIII, on l'a encore. Les sœurs, évidemment, l'ont conservé. Mais signé de la patte de Louis XIII, il y a des documents signés de la patte de Louis XIV aussi. Est-ce que ces archives-là sont chez vous? Oui, maintenant, elles sont ici, exactement. Donc, okay. C'est ce qui a été légué à la population. Et donc, le projet est parti de là, c'est-à-dire qu'à la base, elles se sont dit, bon, ben c'est beau, on lègue. On lègue ça. Bon, bien, évidemment, il y a eu plus d'une centaine d'études. Là, je vous fais l'histoire courte. Mais le jour où elles ont légué, elles ont fondé 2 organisations. Une fiducie d'utilité sociale et un organisme à but non lucratif. Donc, la fiducie d'utilité sociale s'appelle la fiducie du patrimoine culturel des Augustines. C'est une fiducie, son mandat, la fiducie, c'est vraiment d'être propriétaire au nom de la population. C'est aussi de garder, la fiducie est gardienne des intentions et des valeurs. Et donc, voilà, propriétaire et gardienne des valeurs. Et l'OBNL a le mandat d'opérer, d'animer, donc tout le volet de la conservation, tout le volet de la diffusion aussi, donc du patrimoine et l'animation du lieu, tout ça, en fait, on a le mandat d'assurer que tout ça vive. Parce que le lieu, les sœurs voulaient que ça soit un lieu de mémoire
habité. Et ça, c'est assez unique au monde aussi, parce que quand on se promène dans des lieux historiques, souvent, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit... C'est quand même assez... c'est un lieu qui est classé de l'UNESCO aussi, là, et les archives également ont été nommées comme mémoire du monde à l'UNESCO. Donc, c'est quand même un patrimoine exceptionnel qu'on a entre les mains. Donc, le projet est né de ça. Et, donc, Quand on rouvre en 2015, ça a l'air de quoi, le monastère des Augustines? Alors, c'est ça. Là, à partir du moment où les sœurs disent « Voici, on veut que ça soit animé, on lègue à la population, une fiducie, un OBNL », on dit « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Et donc, il y avait déjà un projet qui avait été déposé pour qu'il y ait un minimum d'animation, tout ça. Il y avait un projet, puis le lieu est grand, là. Donc, il y avait un projet quand même avec des chambres, des salles multifonctionnelles, etc. Moi, quand je suis arrivée en 2012, on est parti de ce qui avait été déposé au gouvernement parce que, évidemment, la première chose que les sœurs devaient s'assurer de faire, c'était de la réhabilitation du lieu, parce que c'était un lieu privé où on avait, oui, il y avait un hôpital, bon, puis ça avait été, c'est un lieu qui a grandi au fil des ans, là. Mais en fait, ça a toujours été un lieu privé, ce n'était pas un lieu qui était ouvert à la population comme il l'est aujourd'hui. C'est où exactement à Québec? C'est sur la rue des Remparts, donc vraiment situé au cœur de la ville, juste en arrière de l'Hôtel-Dieu de Québec, là. Donc, ouais, c'est un lieu qui est un peu caché, mais qui est quand même très grand. Donc, ouais, c'est ça, en plein sur la rue des Remparts, 75 rue des Remparts. Et donc, elles sont allées chercher 36 millions au départ pour la réhabilitation du lieu. Et donc, le 36 millions s'est transformé en 42 millions, mais donc, c'est de l'argent du gouvernement fédéral, provincial et de la Ville de Québec qui ont été mis de l'avant pour la réhabilitation de ce patrimoine-là, pour en faire un lieu ouvert au public. Et le modèle d'affaires qu'on a présenté, et ce qu'il faut comprendre, Stéphane, et ce qui est très important à comprendre dans le projet, c'est qu'il fallait avoir... quand l'argent a été donné pour la réhabilitation, c'était clair qu'il fallait que le lieu soit quand même assez autonome au niveau financier. On met l'argent de base, mais après ça, arrangez-vous avec vos affaires. Ben, c'est ça. Alors, il fallait créer un modèle d'affaires qui soit assez novateur, pérenne. Vous savez, c'était clair que dans le lieu, il y avait un musée puis un centre d'archives. Donc, ça, c'est dur à financer. Ben, c'est ça. Au quotidien, je parle. Ben oui. Donc, à la base, entretenir un bâtiment patrimonial comme ici, c'est quand même assez onéreux. Et il faut savoir que, bon, on est sous un modèle aussi où on ne peut pas exploiter chacun des pieds carrés, là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Il est très grand. Il y a un chœur, une église. Il y a des lieux sacrés qu'on ne peut pas, qui sont exceptionnels, des corridors larges, tout ça, mais on ne peut pas exploiter au pied carré, là. Fait qu'on on est capable d'exploiter à peu près peut-être 49 là, à peu près 50 des pieds carrés. Fait que déjà en partant, c'est un défi. On ouvrait un musée et un centre d'archives. Donc, opérer un musée et un centre d'archives, ben, c'est pas évident. Et donc, comment on fait pour finalement mettre ce patrimoine-là en valeur puis qu'il soit pérenne? Parce que l'idée, c'était de se dire, les sœurs ont su entretenir ce patrimoine-là pendant 400 ans pour les générations futures. Alors, nous, on est la génération des passeurs. Pour que, moi, je me suis toujours dit, il faut qu'on réussisse à faire un modèle pour que dans 400 ans d'ici, les générations futures aient 800 ans d'histoire. C'est pas, il fut un jour les sœurs et aujourd'hui, c'est ça, puis c'est un lieu où on essaie ni plus ni moins de tâcher les morceaux, puis ben, by the way, il y a un musée, puis un centre d'archives. On a voulu, les sœurs nous ont remis un patrimoine matériel, mais aussi immatériel, social. Donc, les matériels sociaux, les valeurs, ce qu'elles ont toujours fait. Donc, c'était la santé. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, c'est un lieu où on va continuer à exploiter ça, mais de la façon contemporaine. On n'est pas une communauté de sœurs. C'est à la population aujourd'hui que ça appartient. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ne sont pas gérés par les sœurs. Donc, nous, on s'inscrit comment? Donc, les sœurs ont toujours fait de la santé dite holistique. Et donc, on est parti d'un modèle de santé globale, donc où on parle de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Et on va en parler, c'est quoi la spiritualité ici au monastère et comment qu'on la met en valeur. Mais donc, la santé, et c'est de la santé, en fait, préventive. Donc, et les sœurs ont toujours travaillé dans le... Elles ont toujours formé, elles ont toujours... parce qu'elles ont fondé avec l'Université Laval l'école pour les infirmiers et infirmières. Donc, c'est elles qui formaient au départ. Elles ont toujours été très proches de la recherche. Donc, c'était des femmes il fallait continuer, en fait, là, pour faire court, il fallait continuer à écrire leur histoire ou à écrire l'histoire du lieu, mais de façon contemporaine, bien ancrée dans les besoins d'aujourd'hui et avec ce qui existe aujourd'hui. Donc, ce qu'on y retrouve. Ouais, Oui, là, ce qu'on on y arrive retrouve. Écoute, on peut pas ne pas en parler. Tu sais, c'est ça. Un élément très historique dans tout cet organisme-là. Là, je pense oui, pour bien comprendre ce qu'on en a fait aujourd'hui. Alors, là, ce qu'on y retrouve, c'est 65 chambres, des salles multifonctionnelles. On a évidemment un musée, un centre d'archives, une boutique, un restaurant santé. On a une grande programmation en culture et en santé. Donc, les gens viennent ici, les gens viennent ici se ressourcer, les gens viennent ici se reposer, faire un temps d'arrêt, par exemple. Et nous, on a toute une programmation pour les aider. On n'est pas nécessairement dans un... tu sais, qu'est-ce qui différencie un petit peu de l'hôtel puis de l'établissement d'hébergement touristique? C'est pas ça chez vous, là. Non, ce n'est pas ça chez nous, malgré que vous allez y retrouver quand même certaines similarités. Par exemple, on a sur nos 65 chambres, on a 2 étages, l'étage des chambres contemporaines et l'étage des chambres authentiques. Contemporaines, on a 32 chambres. Authentiques, on en a 33. Dans les chambres authentiques, là on est ailleurs. Dans les chambres authentiques, c'est vraiment des petites chambres. Cellules. Oui, c'est des petites cellules qu'on a transformées. Nous, ce qu'on voulait quand même, c'est que les lits soient très confortables. C'était quand même très important. Là, on est dans un lieu de ressourcement, donc des bons matelas, le confort, des doudous, de la bonne douillette. Mais on se retrouve, on ouvre des portes de 1755, on se penche pour rentrer dans la cellule. Là, on est ailleurs, donc on vit sur l'étage du musée, ni plus ni moins. Là, on vit littéralement dans un musée. On touche des artefacts. Les gens sont très, très proches du patrimoine matériel. Les gens sont vraiment entourés de patrimoine. Elles dorment avec le patrimoine et tous les artefacts. À l'étage supérieur, au 4e étage, c'est l'étage des chambres contemporaines, donc salle de bain privée, des chambres assez modernes, comme dans un environnement un peu plus d'hôtel-boutique, mais il n'y a pas de télé, il n'y a pas de... Tout est là. Il n'y a pas de mini-bar avec la vodka non, et de télé et de service à l'étage. Il n'y a pas de service à l'étage, il n'y a pas de mini-bar, il n'y a pas de télé. C'est minimaliste, c'est très épuré, mais tout est là pour que la personne se ressource, en fait. Fait que ça diffère d'une expérience hôtelière, bien sûr, mais bien des gens viennent y vivre une expérience tout à fait particulière. Donc, souvent, les gens nous disent, ça peut être un touriste là, qui est de New York, la France, peu importe, qui arrive ici, même avec Booking, puis qui dit « Oh, mon Dieu, OK, wow, un monastère, ça m'intriguait », puis qui a vécu une expérience tout à fait particulière en plein cœur de la ville de Québec, mais qui est allé aussi peut-être au festival d'été en même temps. Fait qu'on a ça quand même, mais on a beaucoup de gens qui viennent vraiment aussi pour se ressourcer, se refaire une santé, venir faire des ateliers de yoga, de méditation, des ateliers de pleine conscience. Donc, on a aussi dans notre programmation, évidemment, un département de ce qu'on appelle l'expérience bien-être, donc avec de la massothérapie, réflexologie, des consultations santé globale. Donc, vous pouvez venir en groupe, en privé. Vous pouvez venir pour visiter le musée, prendre une bouchée au restaurant on prône l'alimentation de pleine conscience. Donc, l'alimentation consciente de conscience de qu'est-ce qu'on achète, comment qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. On a nos petits déjeuners en silence pour une expérience particulière. Puis il y a 2 raisons à ça, en fait, Stéphane. Vous allez comprendre c'est quoi l'ambiance du monastère avec ça. Pourquoi on a voulu mettre le petit déjeuner en silence, c'est que les sœurs déjeunent en silence depuis que la communauté des Augustines a été fondée, c'est-à-dire
à peu près au 6e siècle. J'ai bien dit au 6e siècle. C'est un rituel qu'elles font toujours. Et donc, on s'est dit, c'est une belle façon, une façon originale de diffuser qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, c'est du patrimoine immatériel. On va faire vivre l'expérience aux gens. Et en même temps, pourquoi elle le faisait, quand on comprend l'arrière, c'était que c'était des soignantes, elles géraient des hôpitaux, puis elles étaient dans l'action. Ce n'étaient pas des femmes qui faisaient que de la contemplation, hein. Elles étaient vraiment dans l'action. Puis manger en silence pour elles était sacré pour se recentrer sur elles, pour être capable de fonctionner dans la journée. Exactement. Donc là, nous, on l'offre comme outil aux gens pour dire, faites l'expérimentation d'une journée qui est un petit peu plus en silence. Évidemment, chez vous, vous n'êtes pas obligé de déjeuner en silence puis de faire ça pendant 1 heure, mais ne serait-ce que 5 minutes. Donc, partir sa journée de façon différente, c'est un outil pour de la santé, comme pour un mieux-être, bien-être, santé préventive, etc. Fait que c'est toutes sortes de choses comme ça, d'expériences comme ça qu'on propose. Tu parles d'une programmation d'activités, tu parles d'hôtellerie, veux pas, 2020, avec les réalités qu'on a vécues. Ça ressemble à quoi là, chez vous, l'arrêt de tout ça? Oui. Alors, en 2020, le 8 mars, plus précisément, je pense que c'est ça, là, a été l'annonce. Nos derniers clients ont quitté tranquillement, puis après ça, on a fermé nos portes, mais on a fermé nos portes pas longtemps. Parce que, évidemment, le volet hôtelier, le volet touristique est très touché, c'est clair. On est en plein dedans. Mais nous, on s'est dit, parce qu'on a un volet engagement social aussi. Ce que je n'ai pas pris le temps d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il y a tout le volet, le modèle d'affaires a trois morceaux. On opère le modèle d'affaires qui est sur l'hôtel, tout ça, les forfaits santé, c'est nos volets générateurs de revenus. Ça, c'est vraiment opéré comme un business, là. Donc, il faut que ça fonctionne. C'est la base. Si ça ne fonctionne pas, le reste ne peut pas fonctionner. On ne peut pas faire notre mission culturelle et sociale, elle ne pourra vraiment pas fonctionner. Et ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle le modèle pur d'économie sociale. Absolument, le modèle pur d'économie sociale. Donc, et les sœurs ont toujours opéré leurs hôpitaux sous ce modèle-là. Alors, mais c'est clair qu'avec des subventions de la philanthropie, ce lieu-là ne pourrait pas exister. Donc, cette base-là, elle est fondamentale. Tout le monde la comprend bien au monastère. Tout le monde qui vient travaille comme si on était vraiment dans... Puis, le modèle d'affaires a été monté sous un modèle hôtelier. Donc, ça, c'est très important que ça roule. Le deuxième, évidemment, on va chercher le plus de subventions possible, ce qu'on est capable d'aller chercher pour opérer toute la mission culturelle. Puis, il y a aussi la mission sociale, parce que la mission sociale, ça tenait vraiment à cœur aux Augustines aussi. Puis, dès l'ouverture, Stéphane, en 2015, donc on a ouvert nos portes le 1er août 2015, nous avions déjà 8 chambres sur 65 dédiées pour notre mission sociale, qui est de prendre soin de ceux qui prennent soin. Donc, les proches aidants, les soignants, etc. Donc, nous, déjà, depuis 2015 et bien avant, on montait des programmes pour offrir du répit aux proches aidants et même aux soignants. Alors, aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui a été mis en lumière? C'est qu'on a besoin de prendre soin de nos soignants et de nos proches aidants. Et là, plus que jamais, cette mission-là est importante. Donc, ça m'amène à parler qu'en 2020, le volet touristique a fermé un peu ses portes, bien sûr. Alors, nos derniers clients sont partis, mais très rapidement, on s'est dit, mais là, c'est un lieu qui ne peut pas rester fermé pendant la pandémie, là. Donc, nous, on est ici pour prendre soin du monde, que ce soit un touriste de New York, quelqu'un de Montréal ou un proche aidant, c'est un client. Pour nous, tout ce monde-là viennent pour leur santé. On prend soin du monde. Alors, rapidement, j'ai tendu la perche au CIUS de la capitale nationale, au CHU de Québec, qui sont nos partenaires, parce que nous, à travers notre mission sociale, on est très proche de l'Université Laval, le CHU, le CIUS, du ministère de la Santé, etc. On avait travaillé tout ce réseau-là depuis l'ouverture. Donc, j'ai appelé et j'ai dit, comment on peut vous être utile? Comment le monastère peut vous être utile? Et donc, rapidement, on a fait une entente avec le CHU de Québec. Qui a dit, nous, on est mal pris parce que le manoir Ronald McDonald, qui est au CHUL, va fermer ses portes. La maison mère est à Chicago, puis ferme
ferment les portes. Donc, ben, il y a encore des enfants malades. Donc, Ouais. nous, On se mettre les familles. alors, et c'est ça. Alors, on continuait. Moi, j'ai dit parfait. Fait qu'on va faire une entente ensemble. Et depuis, donc, avril, même fin mars, je pense, on accueille les enfants les parents d'enfants malades, pardon, du CHUL. Et donc, ça, on a continué notre mission de proche aidant. Et là, ben, là c'est là que l'engagement social, nous, en 2020, a vraiment pris de l'ampleur parce qu'on s'est dit, ben là, let's go. Là, on ouvre les valves pour prendre soin de nos proches aidants, de nos soignants. Et là, on a fait de la philanthropie. Aussi, avec les sœurs, on a fait une marche de compassion en juillet passé. Les sœurs sont sorties pendant 20 jours à marcher tous les jours pour récolter des fonds, pour qu'on puisse accueillir puis faire des programmes pour nos soignants. Donc, on a vraiment mis ça de l'avant. On est allé chercher aussi plusieurs subventions, autant pour la mission sociale que le volet culturel, pour continuer à rouler ces volets-là. Et évidemment, ben, le volet hôtelier n'a jamais vraiment fermé non plus parce qu'il y a quand même toujours des gens qui venaient au monastère pour se ressourcer quand même. Et voilà, fait que on en est là. Est-ce qu'on est comme d'habitude? Non, vraiment pas. En 2019, on avait un taux d'occupation d'à peu près 65 %. Aujourd'hui, il tourne autour de 15-20 %, incluant ce qu'on fait pour le CHUL, etc. Bon. Donc, voilà, fait que ça a été tout un défi, mais il a fallu être créatif, innovant, se retourner de bord. Puis, l'engagement social a vraiment pris une ampleur qu'on pensait qu'il prendrait cette ampleur. En fait, ce qu'on avait imaginé pour notre mission sociale qui est aujourd'hui, on pensait qu'elle serait arrivée là peut-être dans 5 ans. Comment on devient directrice générale du monastère des Augustines? C'est quoi ton parcours? Alors, bon, mon parcours est un parcours totalement atypique. Probablement, comme tu en as entendu. Personne, il n'y a pas de typique dans les OBNL. Je confirme, Isabelle, il n'y a pas de typique, là. J'ai entendu de tous les gens. Alors, mon parcours, c'est un parcours, d'abord, je suis bachelière en administration des affaires et j'ai une spécialité en marketing et aussi une spécialité en tourisme. Avant de faire mon bac en administration des affaires, je suis allée faire une couple d'années dans un bac qui s'appelle un bac en activité physique. Je le nomme parce que c'est important, parce que dès mon jeune âge, j'ai toujours aimé les sports, la santé, etc. Donc, moi, mon but pour arrimer les deux, en activité physique et administration des affaires, c'est qu'au début, je voulais ouvrir mon centre sportif avec de l'aérobie dans les années 80 et tout, là. Mais finalement, j'ai bifurqué vers le tourisme parce que dans mes étés, je travaillais au Château Frontenac. Et c'était mon emploi d'étudiante. Et rapidement, c'est ça, même avant la fin de mon bac, j'ai eu une opportunité pour un travail à temps plein pour le Château Frontenac. Donc, rapidement, j'ai commencé à travailler pour les hôtels qu'on appelait dans le temps les CP hôtels. Et donc, devenu Fairmont. Qui sont devenus par la suite Fairmont. Et j'ai été donc par CP Hôtel. À l'âge de 25 ans, j'ai été formée je suis embarquée sur leur programme de formation des cadres. Et dans ce temps-là, c'était une formation pour devenir directeur général pour eux. Alors, je le nomme aussi parce que ma formation de directrice générale, je l'ai eue quand même par eux. Donc, ça a été pendant 1 an une formation exceptionnelle. Et c'était vraiment pour devenir directrice générale. Et donc, j'ai travaillé pour la chaîne Fairmont pendant un bon bout, directrice vente marketing, etc. J'ai roulé ma bosse, Château Montebello, Reine-Élisabeth, je me suis promenée. Et par la suite, j'ai bifurqué vers la gestion d'événements également. Puis, j'ai aussi été enseignante. Et donc, dans l'enseignement, j'enseignais la gestion hôtelière toujours et au Collège Mérissi. Et j'ai été enseignante pendant 12 ans et j'ai fait de la consultation aussi pour des entreprises parce qu'au Collège Mérissi, il y avait le volet formation en entreprise. Donc, j'ai travaillé comme consultante et formatrice en entreprise également, particulièrement dans le domaine hôtelier, mais aussi touristique. Et je reviens
Ça a été mon parcours jusqu'à temps que je sois approchée pour venir ici. Maintenant, pourquoi j'ai été approchée pour venir ici? Je retourne dans mon enfance. C'est que j'ai toujours, ou mon adolescence, c'est que j'ai toujours eu un fort intérêt pour tout ce qui s'appelle la santé, mais pas juste la santé physique. Donc, j'ai toujours été appelée par l'humain, ça m'intriguait. Probablement que j'aurais pu aussi rentrer facilement dans un bac en psychologie, par exemple. J'avais tellement un intérêt que je lisais des livres, je m'informais. Pourquoi je suis pas allée en psychologie, je ne sais pas. Mais j'avais trop de Je trop pense que d'intérêt. tu es bien tombé, là. Il y en a un peu de psychologie. C'est ça. Et puis, oui, il y en a. Peut-être on va juste faire un aparté. Tu me disais un petit peu la grosseur de l'équipe. On parle de combien de personnes qui travaillent chez vous? Bien, aujourd'hui, en fait, avant la COVID, on était 120, plus à peu près une trentaine de bénévoles. Et là, avec la COVID, on est descendu, l'équipe a descendu, on est à peu près 90 et donc, toujours 35 quand même bénévoles. pas mal de psychologie. Oui. Oui, mais aussi de tout le volet qu'on a mis en place avec la santé globale. Donc, moi, quand j'ai fait mon stage de formation de cadre pour CP Hôtel, c'est là que j'ai eu l'épiphanie de dire, un jour, donc j'avais 25 ans, je me suis dit, moi, un jour, je vais avoir mon hôtel. Mais mon hôtel, ça va être un hôtel où je vais recevoir des gens qui vont venir pour leur santé. Alors, j'avais déjà ça dans ma tête à 25 ans, Stéphane. Et évidemment, à 25 ans, j'avais ce projet-là, je l'ai nourri. Je suis allée faire plein d'affaires, mais j'ai nourri ce projet-là, toujours, toujours. Et donc, je l'ai nourri jusqu'à l'âge de, ça fait presque 10 ans que je suis ici, j'ai 55 ans, donc jusqu'à l'âge de 45 ans. Et je nourrissais ça. Et je me disais, un jour, je vais l'ouvrir, mon hôtel. Et donc, je m'intéressais à tout le volet spa, santé psychologique, santé mentale, tout le volet spirituel m'intéressait énormément. La quête de sens, tout ça. Fait que donc, le jour où, à un moment donné, c'est sûr que dans mes contacts, j'avais une personne que je connais bien personnellement et professionnellement qui s'appelle Evan Price. Donc, la famille Price, c'est une famille qui est bien impliquée à Québec et qui a, entre autres, l'Auberge Saint-Antoine, qui sont propriétaires de l'Auberge Saint-Antoine, que tout le monde connaît bien. Et Evan était impliqué avec les sœurs parce que les sœurs avaient invité plus d'une centaine de personnes à venir sur des différents comités de réflexion. Donc ça, on parle de 2005. Et Evan avait été sur un comité de réflexion pour le volet chambre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, puis le monastère et tout ça. Et Evan, il m'avait dit, parce que je l'avais informé de mon rêve, qu'un jour je voulais avoir. Oui. Et lorsque les sœurs ont eu l'argent, tout ça, Evan a dit, Isabelle, j'ai quelque chose, il faut que je te parle de quelque chose, tu sais. Parce que ce projet-là, moi, je le nourris, dans le fond, depuis que j'ai 25 ans. Il m'a dit, tu sais, ce que tu as dans la tête, ça pourrait être au monastère. Il me semble que ça fitterait au monastère, tout le modèle d'affaires, tout ça. Puis lui aussi, c'est des choses qui l'intéressaient beaucoup. Il a fait énormément de voyages en Europe. Il est allé aussi visiter des monastères, tout le volet des retraites. Tous ces forfaits-là. Oui, il en avait testé quand même pas mal lui aussi. Et donc, je suis rentrée. C'est lui qui m'a approchée parce que lui, il est devenu président du conseil d'administration. Ça a été la famille Price a été la première famille philanthrope pour le projet du monastère. Donc, le premier don privé est venu de la famille Price. Mais Evan, la famille Price a décidé de par ce don, de donner une ressource pour aider à monter le projet. Donc, la ressource, c'est moi. On payait ton salaire. Exactement, pendant 5 ans. On payait ton salaire au début. Exactement. Donc, moi, je suis arrivée, ils m'ont approché en 2011. Puis, donc, début 2012, là, je rentrais avec la famille Price, avec le don de la famille Price. Au début, comme consultante, Stéphane, c'était vraiment comme pour les aider à monter le modèle. Mais rapidement, j'ai dit à Evan, là, écoute, je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un à temps plein. Ça va trop vite. Moi, je suis arrivée en même temps que les architectes. Donc, les architectes, il fallait que ça roule en même temps parce que la beauté du monastère, c'est le contenant-contenu qui a été bien réussi aussi. Donc, on a travaillé vraiment main dans la main avec les architectes.
Qu'est-ce qui te rend le plus fier puis ta plus grande réalisation dans ce Bien, en fait, c'est que c'est sûr que quand je suis arrivée en 2012, on arrivait, Evan et moi, avec un modèle aussi un peu plus business, un peu plus Ouais, parce que d'affaires. depuis le début qu'on a commencé l'entrevue, tu as dû dire le mot modèle d'affaires depuis un Oui, peu plus. qui est Moi, tellement je trouve ça important. hyper important parce que c'est un terme qu'on utilise très peu. Mm. On va souvent parler de mission, on va souvent parler de stratégie, mais il manque le lien entre le ciment entre la mission et la stratégie. C'est la mise en place d'un modèle d'affaires. Puis c'est pas un Terrain. mot qu'on a beaucoup. Là. Pour la pérennité, en fait, le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est de faire la mission. Le but, c'est de s'assurer que la mission va être pérenne, va d'abord vivre, puis par la suite qu'elle soit pérenne. On s'est toujours fié sur le modèle des SAP. Puis c'est ça. Mais ce qui me rend le plus fier, Stéphane, c'est vraiment ben, je dirais deux choses. La première, c'est qu'arriver dans un milieu comme ça, moi, je ne suis pas une fille issue du monde de la culture ou du patrimoine. Je ne suis pas une fille issue du milieu communautaire. Donc, le plus grand défi, c'était celui d'arriver et arrimer tout ça parce qu'il y avait déjà des gens en place aussi pour aider les sœurs avec tout le volet patrimonial. On avait déjà aussi entamé le processus pour monter le musée, etc. Fait que donc, c'était pas évident arriver ici puis dire, bon, ben OK, puis voici, puis là, ben, tout le modèle de la santé globale, là, parce que tout ça, ça a été amené pour développer le modèle qu'on connaît actuellement. Puis, ben, ça a fait peur à beaucoup de gens au début. Donc, ça a été ma fierté, c'est que c'est un modèle qui se tient bien aujourd'hui, mais ça a été quand même beaucoup de mobilisation à faire pour que ça fonctionne, mais aussi beaucoup d'arrimage entre les différents secteurs. Parce que le défi du monastère, c'est celui d'avoir une culture d'entreprise où il y a des gens issus du monde des archives, culture, communautaire, affaires, hôtellerie, restauration. Alors, mettez tout ce beau monde-là ensemble qui n'ont pas du tout la même éducation, la même culture, les mêmes défis. Ils ne sont pas habitués à... vous allez rouler votre boss avec des gens en restauration. Ils ont un rythme, puis vous allez après ça rouler votre boss avec des gens aux archives. C'est un autre rythme, c'est complètement un autre monde. Ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes conditions. Alors, il fallait arrimer tout ça. Alors, on a réussi, mais ça n'a pas été sans défi, vraiment pas, mais on a réussi. Alors, ça, je dirais que c'est vraiment un beau succès. Puis c'est la cohérence de ce qu'on a été capable de créer aussi avec tout l'ancrage de l'histoire puis de la modernité. Puis, ben, ce qui me rend aussi le plus fière, c'est que les sœurs, à l'ouverture, elles étaient très émues, puis elles ont reconnu leur monastère malgré tout ce qu'on a fait avec la modernité puis le volet contemporain. Puis elles nous disent que c'est la plus belle retraite ou l'étape de vie, parce que ça a été difficile pour elles. C'était un deuil là, de léguer leur monastère et de leur patrimoine comme ça à la population. Il fallait faire confiance. Là. C'est très, très visionnaire. Un legs, d'habitude, ça se fait quand tu es mort. Ouais. Mais là, elles ont participé à ce changement-là. C'est incroyable. Et donc, ce qui me rend le plus fière, c'est qu'elles sont heureuses. Là, actuellement, tu as quoi comme conseil d'administration? Ça ressemble alors, j'ai un conseil d'administration de 7 personnes, et donc issues du milieu soit de l'économie sociale, fiscale ou encore du monde hôtelier et muséal. Et donc, un mix de tout ça qui représente à peu près tous les secteurs. Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont sur le site? Alors oui, on a voulu qu'il y ait, pour nous, c'était important qu'il y ait une sœur. Tant que les sœurs sont vivantes, là, c'est incroyable. C'est une chance inouïe que nous avons parce que nous aurions pu prendre ce patrimoine-là, en faire ce qu'on fait, mais on allait valider. Est-ce que ça vous parle? C'est quand même leur legs, tu sais. Puis, nous, notre défi, c'est vraiment de s'assurer aussi on amène le patrimoine immatériel, c'est tout ce que les sœurs ont amené comme valeur dans notre société. Hein. Et donc, comment on fait vivre ces valeurs-là, parce que c'est encore ça aussi qui est le plus important. Le jour
je veux dire, le patrimoine bâti, c'est important. C'est sûr que c'est important. Mais s'il arrive quelque chose au bâtiment ou aux archives, s'il arrive un feu comme qui est arrivé en 1755 où ils ont perdu leur monastère et il a fallu qu'ils leur bâtissent, ce qui reste au-delà de tout, ce sont des valeurs et des façons, comme disent les sœurs, savoir-faire, savoir-être, mais aussi savoir. Alors, c'est tout ça qu'on a réussi. Savoir. Savoir, oui. Alors, alors pour nous, c'était important de se garder. Toi, comment tu fais comme DG pour te garder à savoir? C'est quoi ton défi de formation continue? Tu le surmontes comment? Bien, moi, d'abord, là, avec ma petite histoire, tu comprends que pour moi, j'arrive dans mon monde de passion. Parce que moi, la santé, c'est ma passion. Donc, je me nourris, j'essaie de walk the talk, comme on dit. Si on met en place des outils pour aider les gens dans leur santé et au niveau des employés aussi, au niveau de la culture d'entreprise, c'est super important. Bien, moi, c'est sûr que je me nourris de ça. Donc, je continue à faire... c'est de l'apprentissage continu pour moi sur toutes les connaissances de la santé préventive et tout ça. Puis, bien, je mets en pratique ce que je lis. Je mets en pratique les connaissances. Je mets en pratique ce que je prône. Donc, pour me garder... je dirais, en santé ou pas trop... parce que ça a été quand même tout un défi, là, la mise en œuvre de ce projet-là. Là, le démarrage, ça a été quelque chose. Là. Le plus grand défi du démarrage? Bon, démarrage et opération. Là, depuis que tu es en poste, qu'est-ce que tu dirais qui fait ouf, je ne m'attendais pas à ça? Bien, il y a beaucoup de choses, mais... en fait, le plus grand défi, je l'ai nommé tout à l'heure, ça a été celui de l'arrimage des différentes cultures. Ça a été le plus grand défi, c'est notre plus belle réussite, disons-le comme ça. Un peu l'élément gestion d'opération aussi. Oui. Le concevoir, c'est une chose, le partir, c'est une chose, mais le faire rouler dans le temps. Oui, c'est d'autres choses. Puis, c'est un volet quand même. Moi, j'ai mon conseil d'administration au niveau de l'OBNL, mais il y a un autre conseil d'administration au niveau de la fiducie. On travaille main dans la main. Moi, j'ai souvent des présentations à les faire avec au conseil d'administration de la fiducie. Au début, en 2012, je travaillais plus avec le conseil d'administration de la fiducie parce que mon propre conseil d'administration n'était même pas monté encore. C'est juste pour te dire comment c'est parti. On est vraiment parti de zéro. Et donc, il y a une directrice générale à la fiducie, on travaille main dans la main. Donc, c'est de monter tout le plus grand défi, en fait, c'est celui d'assurer qu'on mette en place quelque chose de solide. Parce que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est la fondation des 100 autres prochaines années. Alors, il faut que ce soit solide. Et c'est sûr que on avance, puis on fait des erreurs, puis on se tasse de chemin, puis on se reprend. Mais moi, je me dis tout le temps, il faut que ça soit solide. Je dis tout le temps qu'on est la génération des passeurs. C'est pas rien. 400 ans d'histoire de patrimoine en arrière de la cravate, là, c'est pas rien. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut être vigilant. Il faut que ça fonctionne. Puis, il faut que ça soit périn pour les prochaines années, puis pas juste pour les 3 prochaines années, mais bien, encore une fois, moi, je fonctionne avec ça dans ma tête. Il faut que la fondation soit assez solide pour les 400 prochaines années minimum. Fait que donc, c'est un défi. C'est un bon défi. Oui, effectivement. Mais tu sais, ça amène à parler de détachement professionnel. C'est-tu quelque chose de possible ou quand tu reviens à la maison? As-tu quelqu'un qui fait énormément d'heures? Peut-être plus, peut-être moins actuellement à cause de la pandémie. J'en ai fait beaucoup. Je dirais qu'avec la pandémie, ça, c'est un autre défi parce que je dis, oh non, je ne peux pas croire qu'on va refaire un autre démarrage. Pas vrai, pas juste après 5 ans. C'est comme, oh non. Parce que il me semble que ça allait bien. Là. Beaucoup de monde se sont dit ça. Oui, mais quand tu viens de passer à travers un démarrage qui a été quand même ça a été un gros démarrage, ben là, c'est ça, on dirait que tu sors de ton démarrage, puis là, tu repars un démarrage. Mais bon, cela dit, le détachement professionnel était plus difficile au début quand évidemment, on a mis tout ça en place. Mais j'ai deux choses ici. Ça dépend ce que tu entends par détachement professionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que pour moi,
partir en vacances, c'est une nécessité ou avoir des journées ou des moments que j'appelle des moments à moi. Je mets dans mon agenda ce que j'appelle des me-time. C'est à moi. J'ai des moments aussi le matin, les employés le savent, mettez-moi pas des réunions à 7 heures le matin. Là. Moi, je ne suis pas une fille de matin et j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin d'un temps précieux pour moi le matin. Je le prends, ce temps-là, pour justement me nourrir, créer, réfléchir. C'est pour l'entreprise, mais c'est ma façon à moi de travailler, effectivement. Et ça c'est sacré. C'est sacré pour moi. Et le détachement professionnel, bien, étant donné que c'est ma passion quand même, tout ce qui est le volet santé, c'est que ça rejoint beaucoup, beaucoup mes passions personnelles aussi. Donc, je rejoins les deux. Tu sais, je n'ai pas besoin de faire un si gros détachement professionnel non plus parce que pour moi, je suis comme rendue dans une étape de ma vie où je trouve que le volet professionnel et personnel s'entremêlent. Maintenant, cela dit, ça prend quand même des moments de repos, des moments de répit, des moments où tu te dis, ben parfait, je fais confiance. Et j'ai le secret, c'est bien s'entourer. C'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais moi, quand je pars, je suis totalement en confiance. Je m'assure que les bonnes personnes sont aux bonnes places, puis que tout est beau, là. J'ai un comité de direction hyper compétent. Une équipe assez grosse pour avoir des spécialistes qui sont des piliers. Là. Ben, en fait, oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça, là, parce que quand, non, c'est ça, mais j'avais quand même, je me suis toujours, pour moi, bien m'entourer a toujours été essentiel et bien m'entourer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, mais qui savent pallier mes faiblesses aussi. Donc, me connaître comme individu, c'est où que je performe le plus, c'est dans quoi je me sens bien, puis où j'ai besoin d'aide, bien, il faut le nommer, ça aussi, pour venir avoir des gens qui vont venir te compléter. Pour moi, ça a toujours été essentiel. Mon président m'a toujours dit, Isabelle, tu sais bien t'entourer, mais je pense que oui. Puis ça me sert tellement parce que c'est incroyable. Je les remercie à chaque semaine. J'en viens pas, l'équipe. C'est une équipe tellement compétente, puis c'est ça. Donc, est-ce que je suis à l'aise quand je pars le soir, quand je pars en vacances? Mais oui, c'est sûr que j'ai mon cellulaire, puis n'importe quand, je peux être appelée. Nous, c'est un lieu qui roule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va se le rappeler quand même. Nous autres, on ne ferme jamais la porte. Alors, c'est clair c'est clair que je couche toujours avec mon cellulaire parce qu'à n'importe quelle heure de la nuit, je peux me faire appeler pour une urgence. Mais ça arrive à peu près pas, là, tu sais. C'est arrivé beaucoup au début où les systèmes d'alarme partaient pour rien, là. Mais là, c'est réglé. Mais tu sais, tous les ajustements de départ. Fait que donc, je pars quand même avec la conscience tranquille. Par contre, je te dirais que le détachement professionnel, il y a toujours ma petite tête qui fonctionne en création. J'adore créer, j'adore innover, comment on pourrait faire ci, comment on pourrait faire ça, faire mieux, faire différent. Je suis toujours en mode formation continue dans ma tête. Donc, ça, pour moi, il n'y a pas de détachement là, mais je vis très bien avec ça. Mais tu n'es pas du genre à passer à ta retraite. Écoute, non. Je ne suis pas du genre à penser à ma retraite parce que moi, le travail me nourrit énormément. Tant que le travail, pour moi, a du sens et que je sens que je fais une différence, je vais être bien. Le jour où je vais sentir que je ne suis plus à ma place ou que je ne fais plus de différence et aussi ben, dans un projet comme celui du monastère et bien d'autres organisations à but non lucratif ou organisations d'économie sociale, bien, on a des missions qui sont qui nous nourrissent aussi. Fait qu'on a un travail qui apporte beaucoup de sens, je trouve. Fait que donc, moi, tant que je peux être utile puis que je peux apporter à la communauté, je pense que ça me nourrit. Maintenant, je ne sais pas tant que la santé me le permet. Donc, mais je peux à l'occasion penser à ma prochaine étape professionnelle, mais je ne pense pas en termes de retraite. OK. Oui. Est-ce que tu dis qu'il y a peut-être un après monastère ou pas? Là? Ben oui, je pense qu'il peut y avoir un après-monastère, absolument. Est-ce que je me dis, est-ce que je vais être la directrice générale tout le temps? Non, bien sûr que non. Puis je pense qu'à un moment donné aussi, c'est sain qu'une direction générale change, là. Donc, je pense que c'est ça. Ou je peux aider le monastère peut-être d'une autre façon que d'être la directrice générale.
Puis, je ne sais pas, il y a plein d'autres façons. Effectivement. Tu travailles dans une organisation qui est présente dans le milieu religieux. Ça représente quoi comme terme de défi en 2021, ça, travailler dans le milieu religieux? En fait, les sœurs nous l'ont légué. Elles ne voulaient c'est clair que l'aspect religieux, le dogme religieux n'est pas ici au monastère. Nous dans le legs, les sœurs savaient très bien qu'on parlerait de spiritualité dans son sens large, mais elles ne voulaient pas non plus que ça soit... elles savaient très bien que ça pourrait plus être sous un angle religieux. Je parle bien de dogme religieux, de religion catholique ou quoi que ce soit. Donc, nous, c'est sûr... Ben, en fait, on parle de spiritualité ici, mais ce qu'on présente, c'est l'angle religieux, on le présente bien sûr sur le volet historique, là, donc tout le patrimoine, c'est un patrimoine religieux, là, et ça fait partie de notre histoire, et on le présente très bien, on le met en valeur, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui vient au monastère, il va être dans un environnement de religion catholique, tout comme quelqu'un va se ressourcer dans un ashram bouddhiste, ben, il va être dans un environnement bouddhiste. Et d'ailleurs, il va avoir quand même le dogme bouddhiste. Mais ici, on est bien dans toute croyance, toute culture confondue. Et on parle de spiritualité dans son sens large. Ça veut dire quoi? Et je le dis souvent, je vais vous nommer le mot spirituel. Ça va vous faire peur parce que vous allez penser à religion, parce qu'ici, au Québec, on met tout ça dans le même bateau. C'est ça. Mais on va parler de quête de sens, on va parler de valeurs, on va parler d'impact dans notre communauté, on va parler de communauté, de relations humaines. C'est ça, donc, dans la spiritualité, mais de quête de sens personnel, sens collectif. Donc, l'approche spirituelle au monastère, elle est celle-là. On amène les gens à se ressourcer, dans un milieu qui porte à ça. Il est tellement fort, le monastère, pour le ressourcement, puis les gens font... Tu viens au monastère, là, puis tes batteries... Pour utiliser un terme anglophone, là, parce que je trouve que ça dit tout ce que ça veut dire, c'est « reset ». C'est comme tu pèses sur le bouton « reset ». Et donc, les gens descendent pour, après ça, réfléchir puis mieux repartir. Mais les gens qui ressortent du monastère, quand ils viennent ici en séjour de 2 jours, 3 jours, 7 jours, ils ressortent d'ici, ils veulent changer des choses dans leur vie, ils pensent différemment, ils veulent que ce soit de la santé physique, mais aussi de la santé. Est-ce que je suis à la bonne place dans mon travail? Est-ce que je veux continuer ma vie comme ça? Si on pose toutes sortes de questions existentielles, bien, le monastère, il fait ça, puis c'est ça le volet spirituel du monastère. Comme un relais d'arrêt pour... Absolument. Puis, dans le défi, on le savait depuis le début parce qu'on savait qu'en utilisant le mot, en gardant la nomination « Le monastère des Augustines », parce qu'on aurait pu le nommer n'importe comment, on était très conscients et on est très heureux de l'avoir gardé parce que c'est vraiment le monastère des Augustines. Dans 100 ans, quand les Augustines ne seront plus ici comme communauté, le nom restera, il est encore là, et le monastère reste quand même un monastère. Mais ce que ça fait comme défi, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. J'imagine. Oui, non, on associe... Oui. Si on se ramène au terme marketing d'une marque... Exactement. Donc, les défis communicationnels, Stéphane. Oui, j'imagine, facilement. Oui. On est loin du yoga et Augustine dans la même activité. Mais pourtant, les sœurs sont très ouvertes quand on a dit, bon, il va y avoir du yoga. Ici, on parle de méditation plus que de prière, là, mais bon, mais les sœurs sont très modernes, très contemporaines, très ouvertes. Elles voulaient ça. C'est des femmes qui ont géré des hôpitaux, qui ont été... Ça m'amène à te poser la question, on parle beaucoup de croissance, de développement personnel, de cheminement dans ce que tu dis. Est-ce que ça se commercialise bien, ces produits-là? Aussi, est-ce que tu trouves que tu as... on parlait de la mission d'économie sociale pour supporter les autres missions. Est-ce que c'est des produits qui sont faciles à commercialiser? Bien, en fait, c'est peut-être... l'année où on a ouvert en 2015, moi, quand je parlais de santé globale en 2012, là, on me regardait avec des yeux de biche, puis un petit peu en me disant que j'étais wou-wou puis ésotérique.
Maintenant, tout le monde parle de santé globale, mais on va se le dire, c'est Oui, à peu près comme ça. Donc, mais en 2012, quand je disais santé globale, on me regardait en me disant, mais elle s'en va où, elle? c'est ça. Mais oui, mais puis moi, je disais aux sœurs, on va continuer à faire votre mission, mais de façon contemporaine. Et elles comprenaient très bien l'enjeu puis où je voulais aller avec ça. Maintenant, pour revenir à ta question que je ne me souviens plus, Stéphane, c'est quoi? Ben, à savoir si c'était des produits qui se Ah commercialisaient. oui, alors en 2015, oui, c'est une question super intéressante. En 2015, quand on a ouvert, mais moi, je suis allée voir les tendances à l'international. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée de toute façon, comme voilà, je voulais m'ouvrir un hôtel, tu te souviens, qui parlait, Ouais. qui avait ça. Bon. Alors, mais j'ai eu la chance d'aller visiter ailleurs aussi ce qui se faisait dans le monde pour ramener des tendances. Donc, c'est sûr qu'on est parti avec des tendances quand même fortes. Donc, il y avait déjà une tendance à des lieux de ressourcement, à des lieux où se refaire une santé, tout ça, mais c'était quand même niché. Okay? Donc, on est vraiment dans un produit de niche au niveau du tourisme de ressourcement et de mieux-être, ce qu'on appelle le wellness tourism. Wellness. Oui, le wellness. Donc, par contre, le wellness, depuis 2015, depuis notre ouverture, a pris de l'ampleur. Et on voyait déjà en 2012 que tout le monde le disait dans les tendances internationales, que le tourisme de ressourcement mieux-être était en croissance d'une façon qu'on n'avait jamais vue dans aucun autre créneau touristique, même pas le créneau culturel, le créneau, c'était plein air ou quoi que ce soit, c'était exponentiel. Et là, imagine avec la COVID. Oui, effectivement. Puis là, ben, moi, j'ai suivi toutes les tendances, évidemment, en 2020, puis ce qui se passe actuellement. Et ça va éclater. Là. Il y aura pas, il y aura pas, c'est un domaine d'avenir, mais il n'y aura pas assez de. Ils prédisent qu'il n'y aura pas assez de lieux comme celui du monastère, par exemple, parce qu'il y en a plein dans le monde. Nous, on fait partie du réseau Healing Hotels of the World. Il n'y en aura pas assez dans le monde pour suffire à la demande. Les gens veulent ça. Les gens veulent d'abord une expérience. Ils veulent aussi avoir quand ils voyagent, de plus en plus, les gens veulent revenir un peu transformés. Et donc, des voyages, tout le volet transformation personnelle, développement personnel, santé préventive, ça va être, c'est vraiment les tendances des 10, 15, 20 prochaines années au niveau touristique. Donc, nous nous inscrivons dans cette tendance-là. Fait qu'il ne faut pas être inquiet de voir la niche s'agrandir. Tant mieux. Écoute, on arrive à la fin. Je pose toujours la même question. Tu peux voir, ça passe vite. La même question au DG. C'est quoi ton plus grand conseil à une nouvelle DG qui arrive en poste? Pour moi définitivement, c'est de bien se connaître, de ne pas arrêter de... Ça revient quand même à ce que j'ai dit depuis le début, mais c'est connais-toi, connais tes forces et tes faiblesses, apprends à te connaître, sois authentique, sois vrai. C'est vraiment ça. Puis arrête jamais de travailler sur toi puis de te développer. Des belles paroles pour finir aujourd'hui. Merci beaucoup de ton temps, Isabelle. Merci Stéphane de l'opportunité et de l'invitation. Belle découverte. Je pense que ça va être un arrêt obligatoire à la prochaine visite à Québec. Tu sais que les sœurs disaient dans leur... puis on continue ça, mais c'est pour gérer l'hôpital, pour être des soignantes, il fallait qu'elles prennent soin d'elles pour mieux prendre soin des autres. Comme directeur général, directrice générale, particulièrement d'un organisme à but non lucratif, économie sociale, où il y a beaucoup d'enjeux, puis il y a de l'impact sur la communauté. C'est pour ça que ma phrase de la fin est là-dessus, parce que c'est la clé. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, pour être un meilleur père de famille, une meilleure mère de famille. Un DG qui ne va pas bien, ça apparaît partout. Bien, en fait, un DG qui ne va pas bien, la mission ne peut pas rayonner. Donc, si on le fait pour soi, pour être capable de rayonner. C'est parce qu'on a tellement eu dans nos... comme l'impression de dire c'est égoïste. C'est pas égoïste. Il ne faut pas le voir d'un côté égoïste. Il faut prendre soin de soi pour être capable de mieux rayonner, puis pour être capable de mieux fonctionner dans la société, pour être capable de donner encore plus de nos talents et de nos forces. C'est dans cette optique-là. Puis c'est pour ça ma phrase de la fin de « connais-toi, apprends, mais sois authentique ». Ouais. Merci Isabelle. Merci Stéphane.
Écoutez, je veux vous souhaiter une bonne fin de journée. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Sur ce, à la prochaine. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.